Le MAG sur C2L. Eh bien, il est 11h11 pour être précis, toujours dans le cadre de ce MAG, en ce samedi 9 décembre. Je suis juste en train de chercher mes notes, mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Je les trouve plus. Assez étonnant, c'est pas souvent que ça m'arrive, mais bon, c'est peut-être parce que je suis impressionné par mes deux invités autour de moi. Je vous les présenter, tiens, ça commence bien. Alexis Christodoul, professeur à l'Université Paris 8 en sciences politiques et sciences sociales, bonjour. Bonjour. Et il est accompagné d'Olivier Decolle, qui est militant, entre autres. Et plus modestement, professeur d'art plastique Professeur au Collège Paul-Éluard. Au Collège Paul-Éluard, donc c'est-à-dire que c'est pas très loin d'ici en fait. Alors avec vous deux, on va parler d'un lieu que peut-être certains ne connaissent pas encore, c'est la Maison Commune, une maison commune qui existe à Chalette-sur-Loing, qui a même un nom, je crois, cette maison commune, non? Oui, Anne Quatreceau. Alors peut-être pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est situé où à Chalette? Ça se trouve... Alors, la référence stupide serait de dire c'est pas loin du McDo, mais c'est ferait plutôt vomir. Donc, disons que ça se trouve au carrefour de la rue Aristide-Briand et de la rue Kléber. Voilà, alors cette maison, elle existe depuis quelques temps quand même maintenant. Depuis une dizaine d'années, c'est ça. Depuis une dizaine d'années. J'avais dit, alors je retrouve plus mes notes, mais que c'est un lieu assez singulier où... en règle générale, ceux qui sont un peu progressistes, même beaucoup, ceux qui se revendiquent peut-être d'une gauche, d'une certaine gauche, s'y retrouvent très souvent. D'abord, il faut dire que c'est pas un parti politique, c'est pas un mouvement politique non plus. C'est un peu, on pourrait dire, un objet politique non identifié. Et l'objectif, c'est de rassembler, oui, on va dire, pas la gauche, pas tellement la gauche en tant qu'organisation politique, en tant que parti politique, mais les citoyens. Bon, d'abord, c'est vrai qu'on commence petit à petit et on est pour l'instant des citoyens déjà très engagés. Mais l'objectif, c'est de développer ça et d'aller vers des gens qui sont éloignés de la politique. Et, parce que la politique, ça concerne tout le monde finalement. Alors la confusion qu'on fait tout le monde, c'est qu'on confond la politique et le politique. Alors là, je m'adresse au prof d'université que vous êtes. Je crois que vous êtes doctorant. Oui, vous avez fait Sciences Po. Oui. Pourquoi il y a cette confusion permanente entre ce qui peut être la politique, au sens grec du terme, l'organisation de la cité, et puis le politique? Le politique, justement, c'est l'organisation de la cité en tant que telle, donc prendre un peu les bonnes décisions pour s'organiser le mieux en société. Et la politique, c'est, on dirait, aujourd'hui, on dirait la politique un peu politicienne, comme on dit souvent. Donc c'est tout ce qui est un peu, on peut dire, les magouilles entre les partis politiques, les combinaisons, tout ce qu'on a d'habitude dans les médias, si vous voulez, dans les médias traditionnels. On a l'habitude, je ne sais pas si c'est des réflexions qui viennent à vos oreilles de temps en temps quand on fréquente des gens qui se disent éloignés de la politique. Ils se présentent comme ça d'ailleurs en disant « Oh là là, faut surtout pas, je veux pas parler de politique ». Or, quand on replace le contexte de ce qu'est la politique, c'est quoi la politique? C'est ce qui rythme notre vie au quotidien, malgré tout. Je dis ça pourquoi? Parce que très souvent, on confond que la politique, c'est le fait que, par exemple, on ne peut pas aller au cinéma tous les jours parce que ça coûte très cher, qu'on ne peut pas partir en vacances tous les ans parce qu'on n'a pas les moyens. C'est ça la politique? C'est sûr, il faut ramener, à mon avis, à l'individu, au concret. Et la maison commune, elle vise ça également, à développer des initiatives très concrètes. Et en même temps, c'est vrai, rassembler, comme j'ai dit, les citoyens de manière très large, avec un objectif, il faudrait dire l'objectif également, qui est aussi ambitieux, c'est contester le système capitaliste actuel et construire une alternative politique à ce système capitaliste. Alors peut-être derrière ce mot capitaliste, et peut-être je vais faire une provocation exprès, en tant que journaliste, quand on dit le système capitaliste, de quoi on parle exactement? On a le sentiment que parfois c'est des slogans, on va nous dire ouais non mais ça c'est un slogan politique. Quelle traduction on en fait quand on est comme vous des gens engagés et notamment au sein de cette maison commune? On pourrait prendre un exemple concret. Un couple qui veut faire des enfants, donc on est au plus intime du plus intime, et le couple n'arrive pas à faire d'enfants et se rend compte qu'en fait le sperme du mari ou de l'homme est complètement pourri. Et c'est dû en grande partie à quelques dizaines d'années d'usage de produits chimiques. Et c'est pourquoi on a utilisé ces produits chimiques. On l'a justifié parce qu'il fallait augmenter la production. On a permis à des trusts de se faire des milliards de profits. Et la conséquence au plus intime de notre chair, c'est qu'on n'arrive pas à vivre la vie qu'on veut vivre. Et
s'opposer au système capitaliste, c'est bon, ça peut être ça, ça peut être se dire, mais en fait, c'est pas éloigné de moi, c'est pas quelque chose qui est au-dessus de moi, je suis pas ailleurs, je suis complètement immergé dedans et j'en subis les conséquences au quotidien. Mais Alexis, quand on parle par exemple du système capitaliste, parfois les gens ramènent pas à cet aspect du système capitaliste, par extension un système capitaliste comme d'autres, c'est un système économique. Pas seulement, à mon avis. C'est aussi un système social et un système idéologique. Il y a l'idéologie derrière qui légitime le système économique. Et donc, oui, c'est un système complet on le voit pas en fait concrètement parce qu'on est tellement dedans, on est tellement oppressé par ce système qu'en fait, on n'a pas l'impression de le voir souvent. Mais comme l'a rappelé Olivier, concrètement, on voit les dégâts humains et les dégâts écologiques que ce système produit. Et en même temps, je voulais dire que concrètement, il y a des initiatives qui sont prises pour contester et qui contestent ce système capitaliste. Et donc, finalement, le système capitaliste porte en lui-même les germes de sa propre disparition, je dirais. C'est pour ça que le dépassement, enfin nous, on parle plus de dépassement que de rupture du capitalisme. Parce que on croit pas vraiment, enfin moi personnellement je crois pas vraiment au grand soir où du jour au lendemain il y aura une baguette magique et on passerait à une autre société ou à une autre société, une meilleure société on va dire. Je pense que c'est plus un processus qui va partir du concret, d'initiatives déjà qui sont prises, on parlera tout à l'heure des coopératives ouvrières. Et grâce à ce processus, progressivement, grâce à des petites victoires comme ça très localisées, mais certes noyées dans le système, on arrivera à construire une autre société, concrètement, sur le terrain. C'est-à-dire partir de l'idée qu'il y a un système qui s'appelle le système capitaliste, qui ne date pas d'hier, qui a permis, c'est les grandes contradictions de l'histoire, un développement aussi assez important de certains pays, de certaines nations. On parle par exemple au début de la révolution industrielle, où l'introduction du capitalisme a permis, entre guillemets, des bons de la société, mais derrière c'est traduit par une réalité qui a été terrible, d'où on voit aujourd'hui les conséquences, c'est-à-dire une désindustrialisation, un rapport au profit qui est assez important, la fermeture d'entreprises alors qu'elles ont une santé financière assez importante, oui. Pour rebondir sur tout ce que vous avez dit, on est en train de se rendre compte, il y a des chercheurs qui ne sont pas forcément des politiques au départ, qui sont en train de se rendre compte que pendant des dizaines d'années, on a parlé de la loi de la jungle, on a justifié le fait de bouffer son voisin, de l'écraser parce qu'il fallait se comporter comme des grands fauves dans la forêt d'Amazonie. Et en fait, toutes les recherches scientifiques prouvent que y a de l'entraide, il y a de l'altruisme, il y a du sacrifice pour la collectivité, il y a de la coopération au sein du règne animal, et que, à la limite c'est le bon sens, mais chez les humains aussi, il y a quand même une part de solidarité, de coopération, de gens qui s'aident, de gens qui s'épaulent, de gens... Bon, et c'est aussi un choix de société. Donc, quand on dit capitalisme, c'est de l'économie, bien sûr c'est de l'économie, mais c'est aussi une mentalité qui a été développée, on a mis ça dans la tête des gens, on a ce côté individualiste, le chacun pour soi, qui est justifié. À la limite, aujourd'hui, apparaître comme quelqu'un qui obéit à des règles de savoir-vivre, de communauté avec les gens, ça paraît quelque chose de complètement absurde et à la limite, obéir au sens collectif devient un truc de rebelle. C'est-à-dire que la norme aujourd'hui, c'est j'en ai rien à faire de ta tête et je t'écrase. Et cette mentalité-là, elle tombe pas du ciel, elle est le produit direct du capitalisme et il fallait justifier dans la tête des gens le fait de pouvoir écraser les autres. Et si t'es pas le plus fort, t'es un naze. On n'est pas d'accord avec ça. Alexis ? Oui, pour rebondir sur ce que dit Olivier, c'est pour ça que on a rédigé un manifeste de la maison commune, et l'une des expressions qu'on a utilisées, c'est reprendre le pouvoir sur nos têtes. Et je crois que ce que dit Olivier, c'est un peu se résumer à ça, reprendre le pouvoir sur nos têtes, parce que le capitalisme développe une idéologie. Aujourd'hui, la forme qu'elle prend, c'est l'idéologie libérale, qui finalement nous fait passer des vessies pour des lanternes, on peut dire. Donc il y a plein de contre-vérités qui sont présentées justement comme des vérités indépassables, des vérités incontestables. Je peux prendre un exemple de vérité, de contre-vérité plutôt, de tromperie sur la marchandise, on pourrait dire que le capitalisme développe. C'est par exemple le fait de dire que le travail est un coût, le travail est responsable, les travailleurs sont responsables de la crise, alors qu'on sait très bien que le système capitaliste, il se fonde
sur l'extraction de la richesse produite par le travail, et c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc dire par exemple aujourd'hui c'est la faute des travailleurs, c'est la faute des peuples parce qu'il y a une crise, c'est une des contre-vérités du système capitaliste qu'il faut combattre. Il faut donc reprendre également le pouvoir sur nos têtes. Et un autre... On pourrait se permettre une comparaison, après je te laisse finir, mais le capitalisme c'est un pervers narcissique. C'est-à-dire qu'en fait il a le chic pour réussir à culpabiliser les victimes. Plus je t'enfonce, plus je dis que c'est à cause de toi, quoi. Si. Oui, un autre point par rapport à une tromperie un peu du système capitaliste, de l'idéologique, une tromperie idéologique, c'est de dire qu'il n'y a pas d'autre alternative possible à ce système. Donc il n'y a rien à voir finalement, circuler, rentrer chez vous. Nous on essaye de contester ce dogme, on peut dire, ce dogme qui est très diffusé dans les médias classiques dominants, dans la société actuellement, et on veut dire justement que non, il y a une autre société après le capitalisme, et cette société en fait elle existe déjà, mais comme je le disais tout à l'heure, elle est assez localisée, c'est des petits îlots localisés, noyés dans un océan capitaliste, et il faut faire en sorte que ces îlots deviennent finalement des pays, et ensuite deviennent des continents, et ensuite ça devienne le monde tout court. Alors c'est pas à vous deux que je l'apprends, mais le capitalisme il a évolué à partir de ce qu'a été la révolution industrielle à aujourd'hui. Il a pris d'autres formes, il s'intègre d'une manière un peu différente. J'aime bien rappeler à celles et ceux qui nous écoutent qu'on parle de crise dans un pays qui est, je crois, la 5e ou 6e puissance économique du monde. D'ailleurs, vous deux, comment vous analysez le fait qu'on martèle constamment dans les populations que c'est la crise, qu'on ne peut pas faire autrement? Or, on s'aperçoit quand même que c'est pas la crise pour tout le monde dans ce pays et qu'il y a des productions de richesses qui sont accaparées par une petite catégorie de gens. C'est compliqué quand même aujourd'hui aussi d'essayer d'expliquer ça aux gens, puisque le discours récurrent, c'est de dire, il y a la crise, on ne peut pas faire autrement. C'est quand même des choses, bon, je ne sais pas si dans le cadre de la maison commune, c'est des choses sur lesquelles vous débattez, mais c'est compliqué, parce que si crise capitaliste s'il y a une telle mainmise du capitalisme aujourd'hui, c'est parce que face à cette machine, bien les gens ne réagissent pas, répondent pas. Oui. Oui, mais c'est justement le problème. C'est-à-dire que tous les militants, où qu'ils soient, se posent cette question-là. Pourquoi ça bouge pas plus? Pourquoi les gens, justement, se mobilisent pas? Je reviens avec mon pervers narcissique. C'est-à-dire que quand, dans un couple où il y a un pervers narcissique, la victime, pendant longtemps, peut ne pas comprendre qu'elle peut se sortir de ce couple-là. Et nous, on est quelque part dans un couple infernal. C'est-à-dire que on a quelques avantages, et on se dit, bon, bah, finalement, c'est pas le pire qui soit. Et la situation peut s'aggraver, empirer, on peut perdre de plus en plus de liberté, de plus en plus d'acquis économiques, de plus en plus de... Sociaux. Oui, ou sociaux, etc. Et on est toujours en train de se dire, ouais, mais quand même, il m'aime. Et on est globalement, on est dans cette logique-là. Et au bout d'un moment, il faut s'en sortir. Donc c'est vrai ce que tu disais, William, que par rapport à ce que tu disais, le capitalisme, c'est vrai qu'il a pris plusieurs formes dans l'histoire. C'est vrai que d'habitude, quand on étudie le capitalisme, on étudie le livre de Marx, Le Capital, et là c'est vraiment le capitalisme, on va dire, industriel, même s'il y a des données et des arguments qui sont encore valables aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle plus de capitalisme financier ou patrimonial. Et finalement, on peut dire que ce type de capitalisme... il peut se détacher finalement de l'industrie et des usines, du moins dans les pays développés, dans les pays occidentaux. Son objectif, je crois que c'est la rentabilité de court terme, rentabilité financière court-termiste. Et cette rentabilité court-termiste, elle va à l'encontre justement on va dire, du projet industriel tel que peut-être certains, même industriels, certains capitalistes le portaient pendant les 30 Glorieuses. Et donc finalement, ça provoque des dégâts considérables au niveau social et au niveau écologique, comme on le disait tout à l'heure. Alors, je voudrais ajouter une petite chose. Si quand on parle de crise dans notre pays, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Il y a des sénateurs qui, il y a quelques années, avaient mené une commission d'enquête pour dénoncer notamment la fraude fiscale, la fuite fiscale. Cette semaine, il y a une démonstration qui a été faite à l'Assemblée nationale par un député communiste qui a mis en perspective, en allant consulter un site internet, qu'on pouvait monter une entreprise et se dédouaner complètement de l'impôt, de faire fuir effectivement ses capitaux.
On estime à 75 ou 80 milliards la fuite des capitaux, ce qui pourrait revenir à l'État. Ça, c'est aussi des choses qui impactent considérablement. C'est compliqué d'expliquer ça aux gens ou pas aujourd'hui? De dire d'un côté, on n'a pas les moyens, c'est la crise, on est obligé de réduire les budgets, de faire toute une série de choses, et puis de l'autre, c'est ces choses qui arrivent quand même, qui sont sous la bienveillance des différents États, comme le nôtre, par exemple. Oui, enfin, en même temps, ça commence à se savoir. C'est-à-dire que émissions de télé, de radio, il y a la presse qui s'empare du sujet. C'est-à-dire que il y a 30 ans, quand vous parliez de fraude, personne parlait de fraude fiscale. Enfin, aujourd'hui, ça devient quelque chose de connu, reconnu. De là à ce que ça change, c'est histoire. Mais en tout cas, c'est connu. De toute façon, c'est de bonne guerre. C'est-à-dire que les gens qui ont de l'argent vont chercher à le cacher, vont chercher à ne pas le donner à la collectivité. C'est ça. On est toujours dans cette logique individualiste et chacun pour soi. C'est bien le propre du capitalisme. J'ai envie de dire que ça, c'est grave. Et il y a même encore plus grave. C'est-à-dire que c'est les acquis sociaux qu'on est en train de perdre aujourd'hui et qui sont à grande échelle. C'est-à-dire, Alexis tout à l'heure parlait de coopératives, on en parlera dans la deuxième partie, et d'îlots de résistance, de gens qui s'organisent, qui vont se passer d'un patron, qui vont gérer une entreprise et essayer d'en vivre par leur travail. Mais il y a aussi tous les acquis qui existent à grande échelle. Premier exemple, la sécurité sociale, et qui sont attaqués. C'est-à-dire que... Qui est dépecé année après année. Eh oui. C'est-à-dire que le pouvoir que les gens avaient au départ de s'organiser, d'avoir des caisses géantes grâce aux cotisations et qui permettent d'assurer, enfin ça a quand même permis de limiter la mortalité infantile, de faire que les gens soient soignés, qu'on ait des retraites, etc. Enfin, c'est quand même pas rien. On parle de 5e puissance mondiale tout à l'heure, mais bon, en termes de budgets sociaux et en termes de vie, quoi. Un pays qui détient le triste record en même temps d'avoir à servir 20 millions de repas via les Restos du Cœur chaque année, avec en plus une particularité, c'est que malheureusement, c'est un chiffre, je dirais, quasi exponentiel depuis une décennie. Ce rapport entre, d'un côté, on nous expliquerait qu'on n'aurait pas les moyens, et puis de l'autre côté, on voit effectivement ces fuites de capitaux. Moi, ma question, c'était ça, justement, c'est compliqué. Enfin, je comprends pour vous qui êtes des militants et engagés et essayer de faire œuvre de pédagogie et d'expliquer le monde dans lequel on vit aujourd'hui, mais il y a cette contradiction qui est assez terrible où les gens réagissent pas plus que ça. Je ne sais pas si c'est des choses qui vous affolent un peu, par exemple. Enfin, moi, je crois qu'ils réagissent pas, mais c'est vrai, comme le rappelait Olivier, les gens sont de plus en plus au courant de la situation et des inégalités énormes qu'il existe en termes notamment économiques, mais en termes aussi le patrimoine. Le patrimoine, c'est énorme, les écarts qu'il y a entre les individus, si on prend par exemple les 0,1% les plus riches et le reste de la société. Et pour répondre un peu à cette question, c'est dire finalement comment mobiliser les gens. Je crois que c'est aussi un peu le rôle de la maison commune finalement d'essayer de politiser, on peut dire, les citoyens. On organisera peut-être dans les mois à venir des conférences ou peut-être des initiatives concrètes pour justement développer une conscience plus aiguisée, on va dire plus développée chez les citoyens. Olivier ? Il faut aussi... On a quand même 150 ans d'histoire du mouvement ouvrier derrière nous, on appelle la gauche. Parfois, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, la gauche. J'ai un problème avec ce mot. Même elle ne sait pas aujourd'hui. Oui. Mais la question que les militants doivent se poser, souvent, enfin, qui se pose d'habitude, c'est comment faire pour attirer des gens, pour que les gens se mettent à bouger. Moi, je pense que 50% du problème, c'est le militant qui doit se regarder dans la glace et se dire, mais combien de gens j'ai dégoûté de la politique ? C'est-à-dire que un des efforts avec la maison commune, c'est qu'on ait des gens d'horizons différents qui se mettent à bosser ensemble. C'est-à-dire qu'on n'est pas forcément d'accord sur tout. On n'a pas le même passé. On n'est pas forcément du même parti, de la même organisation. On est militant ou on n'était pas militant. Il y a de tout. Il y a de tout, vraiment. Et on apprend à s'écouter, on apprend à discuter sans se mettre sur la tronche, sans se battre pour le pouvoir, etc. Et si on arrive à faire ça, on va déjà faire un grand pas en avant. Parce que je pense que le plus gros du problème, pour l'instant, vient de là. Et le dégoût que les gens ont de la politique, c'est justement de ces attitudes de chacun pour soi, ou je tire la couverture à moi, etc. Et ça, c'est plus jouable.
De la même façon, je pense que une des préoccupations les plus importantes, et c'est lié, hein, du monde militant, c'est de réfléchir aux moyens. Les moyens sont un enjeu politique. C'est comment je fais de la politique. Et justement, c'est est-ce que j'arrive en ayant la bonne parole, écoutez-moi et faites ce que je vous dis, ou est-ce qu'on arrive à construire un savoir collectif et faire que les gens, justement, qu'ils soient professeurs d'université ou pas, qu'ils soient femmes de ménage, infirmiers ou je sais pas quoi, et leur mot à dire. Parce qu'en fait, on a tous un vécu et une expérience, que ce soit dans notre métier, dans notre famille, dans notre quartier, etc. Et c'est une richesse fondamentale. Et si les militants sont pas capables de comprendre ça, bah, ils vont avoir un côté autiste, et puis bah, les autres n'en auront rien à faire, quoi. Alexis, sur ce sujet-là aussi, peut-être. Sur ce sujet, ouais, je suis d'accord avec ce que dit Olivier, mais en même temps, je compléterai, je dirais que certes, on a notre part de responsabilité en tant que militant, mais je pense quand même que l'idéologie dominante est tellement puissante, tellement hégémonique, qu'il faut aussi savoir essayer de la contrer et essayer finalement de contester son hégémonie et de construire un peu nos propres peut-être institutions qui permettront de rendre on va dire, notre pensée hégémonique au niveau de la société. Alors justement, quand on parle de notre société, il ne vous a pas échappé qu'on vit dans un pays où règne une certaine démocratie, une démocratie en tout cas, par les urnes. Or, on s'aperçoit qu'élection après élection, il y a une démission assez importante. J'aime rappeler quand même qu'on a la particularité d'élire des chefs d'État dans notre pays qui sont élus avec parfois 25% du corps électoral. Et on estime que ça fait partie de la démocratie. On a un parlement avec des députés qui là aussi sont élus avec 25% des voix sur 50% des gens qui se sont déplacés aux urnes. Tout ça aussi crée ce décalage permanent entre ce que peut être le peuple, la population au sens large du terme, et puis ce que peut représenter ceux qui ont en direction de notre pays, quel que soit le niveau de responsabilité. Alors donc ça, c'est pas simple. Je vois que, notamment sur le manifeste de la Maison Commune, vous avez indiqué, par exemple, résister nécessaire, mais ne suffit pas. C'est-à-dire que, effectivement, je comprends qu'on est dans une phase aujourd'hui où il y a besoin d'abord de faire œuvre de pédagogie, d'expliquer la réalité du monde dans lequel on vit, les contradictions dans lesquelles on est versé aujourd'hui au quotidien. Mais ça ne se traduit pas par un engagement parfois des uns et des autres, peut-être ponctuellement sur certaines actions, sur certains domaines, mais c'est ce qui est assez dramatique quand même dans notre pays aujourd'hui. On a le sentiment qu'il n'y a plus de partis politiques dignes de ce nom, qu'il n'y a plus de militants en sens large du terme. C'est des choses qui vous traversent dans le cadre justement de cette maison commune. C'est des interrogations que vous avez? Oui, bien sûr. Ce que tu es en train de développer, c'est un peu la crise de la démocratie représentative, je dirais, plus généralement, et pas seulement en France, aussi en Europe et de par le monde. C'est vrai que l'abstention est importante, même pour les élections présidentielles, qui est pourtant l'élection, on va dire, en France la plus importante dans le système notamment de la Ve République. Mais je pense que l'engagement, il existe quand même, et les élections présidentielles ont montré aussi un type d'engagement différent que par le passé. Peut-être que notamment les jeunes, moi je suis allé au meeting, aux manifestations qu'avait organisé Mélenchon en 2017, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes. Et donc je crois que les jeunes, de manière générale, sont repolitisés grâce, on va dire, aux élections présidentielles, grâce à ce mouvement. Et finalement, je dirais que oui, qu'on fait peut-être de la politique différemment. Les jeunes, notamment, font de la politique différemment. Et il ne faut pas aussi tomber dans le revers de dire oui, il y a de moins en moins de personnes qui font de la politique. Je pense que c'est différent. Peut-être qu'ils veulent pas on va dire, s'embrigader entre guillemets dans un parti. Mais ils sont ouverts pour prendre conscience du monde dans lequel on est et qu'on leur donne au moins des éléments qu'on jette en débat. C'est-à-dire qu'on interpelle les uns les autres sur la réalité du monde dans lequel on vit. C'est aussi ça un peu l'objectif que vous assignez dans le cadre de cette maison commune. De donner au moins, sans que les gens s'engagent plus que ça, mais au moins qu'on leur donne quelques clés de compréhension du monde. Oui, enfin, ce qu'on va essayer d'organiser, c'est principalement dans un premier temps des débats, mais ça peut être aussi des actions. L'idée, c'est de pouvoir débattre, de discuter sur des thèmes. Et en ce sens-là, c'est ouvert à tout le monde. C'est pas un truc pour les militants, entre militants. C'est un truc ouvert à tous. Et justement, on a confiance dans la capacité des gens de prendre leurs affaires en main,
de s'organiser, de résister, de réfléchir, Alors, décider. Je vais être un peu brut sur ma question. Est-ce que ça veut dire que celles et ceux qui poussent la porte de la maison commune, on leur demande pas un engagement particulier, on leur demande juste de venir écouter, éventuellement, si on est convaincu de certaines actions ou certains aspects qu'on veut mettre en perspective, de s'engager dans une action peut-être ponctuelle, et qui n'est pas précisée dans la durée, c'est ça aussi l'objectif ? Les gens font ce qu'ils veulent, de toute façon. Oui, non, je comprends bien, mais pour beaucoup, quand on a des gens qui font de la politique et qui veulent dénoncer un système dans lequel on vit et que c'est le système dominant, on a le sentiment que très rapidement, c'est une question que je pose, on peut se sentir un peu embrigadé, conduit, ou pas. Volontairement, je jette cette question d'une façon provocatrice, mais... Alors, je disais tout à l'heure, la maison commune, c'est pas un parti politique, donc c'est plutôt un groupe informel, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de, on peut dire, il y a pas de chef, il n'y a pas de sous-chef et ensuite sous-chef, je sais pas comment dire. Donc il y a pas de hiérarchie finalement, et c'est vrai, comme le disait Olivier, c'est la liberté qui prime, la liberté dans l'engagement. Ça veut dire peut-être sur les initiatives qu'on va lancer, par exemple, les Scopti, on parlera tout à l'heure, peut-être certains, on va dire, des participants vont pas être intéressés plus que ça, donc peut-être qu'ils vont pas y participer. Peut-être que la prochaine initiative, c'est eux qui vont la lancer, justement, ceux qui n'ont pas participé à celle des Scopti. Donc c'est vraiment la liberté de l'engagement, et on peut dire un engagement peut-être un peu à géométrie variable, on va dire, selon différentes initiatives concrètes que l'on va prendre. Si on devait garder, par exemple, j'ai retenu quelques phrases de ce manifeste, qui est assez bien fait, qui est assez bien construit, où vous dites dans ce manifeste, nous sommes tous producteurs de savoir, nous pouvons tous apporter quelque chose, enrichir les autres de nos expériences, de nos connaissances, de nos pratiques. La maison commune n'est la propriété de personne, elle appartient à tous et à chacun d'entre nous. Ensemble, faisons maison commune. Bon, ça peut être gardé comme un slogan ou une belle phrase, mais elle va se traduire, selon vous, elle peut se traduire dans différentes formes initiatives, à ce que ces mots-là prennent corps dans le concret, dans la réalité. Oui, bien sûr. La première, justement, initiative, il faut qu'on parle de l'initiative. La première initiative qu'on va prendre, c'est justement... un cas pratique. Un cas pratique, voilà. C'est, on va dire, le projet de soutien à la Scopti, donc la Société coopérative ouvrière provençale de thé et infusion. Donc, c'est une entreprise, une coopérative ouvrière, ça veut dire une entreprise qui appartient à ses salariés. Et donc, on va vendre les produits de la Scopti, 1336, c'est la marque. On va les vendre donc au marché de Noël, c'est le 16 et 17 décembre à Chalette-sur-Loing. Alors, on doit préciser que 1336, il n'a pas été choisi au hasard. Il y a eu des chiffres parfois avec pi, 314. 1336, ça correspond au nombre de jours qu'ils ont été en lutte contre la multinationale Unilever. Ce qui est assez important, c'est qu'à travers l'exemple de la Scopti, c'est ce que vous disiez en préambule tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut démontrer qu'on peut aujourd'hui avoir une société avec des moyens de production, avec des entreprises qui fonctionnent dans une toute autre logique financière et libérale, où là, pour le coup, en plus, ce qui est assez étonnant, c'est que la Scopti a un exemple parmi d'autres, puisqu'il y a beaucoup de coopératives ouvrières qui se sont créées. Peut-être juste rappeler, peut-être Alexis, pour celles et ceux qui nous écoutent, le principe de cette Scopti, puisque c'est les travailleurs à l'intérieur de l'entreprise qui décident, tant le niveau de rémunération que la façon dont on travaille. On produit pour l'entreprise et pour l'ensemble de celles et ceux qui composent cette entreprise. Il y a une assemblée générale qui se réunit et qui est sur un principe une personne, une voix. Les dirigeants de ces entreprises sont élus par les salariés directement et pas par un cabinet entre guillemets fantôme. Et puis ce qui est assez intéressant, c'est que par exemple la Scopti a décidé d'instaurer quelque chose qui se retrouve d'ailleurs dans d'autres formes de coopératives, c'est-à-dire d'adapter une grille des salaires qui va là pour le coup, en ce qui les concerne eux, de 1 à 1,25, c'est-à-dire celui qui est désigné comme le directeur de la Scopti va toucher un 25, et celui qui n'est pas, je dirais pas en bas, mais qui fait partie du maillon essentiel du fonctionnement de l'entreprise, et lui a un rapport qui n'était un ratio qui était totalement différent sous l'époque d'Unilever, puisque les salaires allaient de 1, c'est-à-dire le plus petit salaire allait 300. De 1 à 300 pour celui qui dirigeait effectivement l'entreprise. Ça, c'est des exemples qui sont assez porteurs de démontrer que concrètement, dans la vie au quotidien, ce que vous disiez tout à l'heure, dépasser le capitalisme, eh bien là, on peut le prouver dans le fonctionnement d'une entreprise, d'une activité économique.
Bon, bah, t'as tout dit, on peut y aller. Ah bon, d'accord. Non, on peut compléter quand même. Bien sûr, bien sûr. Donc oui, pour revenir, le début de la bataille, c'était en fait une délocalisation prévue par Unilever en Pologne de l'usine donc de Gémenos en Provence, dans les Bouches-du-Rhône. Et donc les ouvriers ont mené une lutte très dure d'ailleurs, parce qu'il y a eu occupation d'usines, il y a eu plusieurs plans sociaux qui ont été proposés par Unilever et qui ont été annulés par la justice. Donc c'était des plans sociaux irréalistes avec un reclassement en Pologne avec un salaire très bas à 400-500 euros. Donc ils ont lutté, ils n'ont pas accepté également le chantage d'Unilever, d'une grande firme multinationale dans l'agroalimentaire qui voulait payer finalement les ouvriers pour qu'ils abandonnent leur usine, abandonnent la lutte. Et donc ils ont gagné au bout de 1336 jours, et il faut le rappeler parce que quand même les victoires sont assez rares aujourd'hui, et là c'est une victoire emblématique. C'est l'exemple vivant que le capitalisme peut être dépassé. Et donc la SCOP, ils ont pas seulement repris l'entreprise de manière classique avec un repreneur, on va dire classique, un capitaliste comme un autre. Ils ont eux-mêmes repris l'entreprise. Comme tu le rappelais, c'est vraiment la démocratie sociale, on va dire, dans l'entreprise. Et c'est la force de travail qui représente l'aspect économique du fonctionnement de l'entreprise. Quand je dis la force de travail, c'est-à-dire le fait que des gens travaillent au quotidien, fait qu'on verse dans le pot commun du développement de l'entreprise à travers de la capacité qu'ont les uns et les autres à travailler dans cette entreprise. Je dis ça parce que pour aller à contrario de ce qu'est une logique capitaliste, c'est-à-dire qu'on fait de l'argent dans l'entreprise, qu'on ne réinvestit pas dans l'entreprise, tant en capital technique qu'en capital humain, mais on l'investit dans les paradis fiscaux, voire dans des actions diverses et variées. On finance des actions, enfin, on paye des actionnaires, quoi. Voilà. Oui, puis la logique, là, c'est, si on pense depuis quelques dizaines d'années, quand on écoute la radio, et qu'on on entend parler d'entreprises qui ont, entre guillemets, des problèmes, des plans sociaux qui arrivent, et on a un truc récurrent qui revient, on recherche un repreneur, on recherche un repreneur, on recherche un repreneur. C'est-à-dire que ils se font, en langage clair, ils se font entuber par un patron, et surtout, ils veulent en retrouver un. C'est pas pour, je dis, il y a aucun mépris dans ce que je dis, mais c'est-à-dire qu'on est vraiment au cercle vicieux, c'est-à-dire que on en avait un, il nous en faut un autre, parce que lui, il va apporter de l'argent, parce que lui, il va... Bon. Alors, ça veut pas dire que les gens qui montent des coopératives n'ont pas de problème d'argent, évidemment, bon, c'est aussi pour ça qu'on fait cette vente de soutien. Mais ce que je veux dire, c'est que la logique, elle est pas... on retombe dans la même logique et on est toujours dans ce côté je quémande quelque chose. Et là, on a des gens qui s'organisent par eux-mêmes et qui sont capables de gérer la production d'une entreprise. Et en fait, l'avenir, c'est ça. Alors, à la différence que dans l'avenir, je pense qu'il faudra qu'on ait des caisses d'investissement, qu'on arrive justement à nous passer des banques et des actionnaires, et qu'on peut tout à fait le faire. Alors, je voudrais rappeler, pour compléter ce que dit Olivier, qu'au niveau national, il y a une fédération nationale des SCOP qui produit des rapports chaque année. Il y en a à peu près 1700 à 2000 en France. Quand vous allez regarder les chiffres, notamment la rémunération des uns et des autres, la viabilité des entreprises, on s'aperçoit que, contrairement à ce qu'on pouvait nous dire avant, qu'il n'y a pas d'autre modèle économique que celui qui était initialement prévu au départ, via le système capitaliste, on s'aperçoit que la durée, la pérennisation de ces secteurs de production, à travers ces coopératives SCOP, continue à être 10 ans, 15 ans, 20 ans après, encore en mouvement. Il y a une raison simple à cela. C'est juste que les SCOP se débarrassent du coût du capital. Parce que le coût du capital, il est énorme en France et dans le système capitaliste. Donc se débarrasser finalement du poids des actionnaires, on pourrait dire c'est des parasites un peu inutiles, puisque par exemple les SCOPTI, ils montrent clairement qu'on n'a pas besoin d'actionnaires pour produire. Ils gèrent eux-mêmes leur entreprise démocratiquement, comme tu l'as rappelé. Ils produisent tout seuls sans besoin sans actionnaires. Donc finalement libérer les travailleurs de ce poids énorme du capital, ça permet justement à la fois de développer l'emploi, de développer même la production et les entreprises. Alors quand on dit la production, dans l'exemple SCOPTI, c'est assez remarquable. C'est-à-dire que je rappelle que c'est des petits sachets de thé qui ont une particularité d'avoir une palette, y compris d'arômes, importante. Et ils ont, y compris à travers la reprise en SCOPTI, de relancer aussi une production, notamment d'herbes aromatiques dans certains secteurs de notre pays. Donc
faire travailler aussi d'autres producteurs, d'autres petites entreprises. Et bon, un exemple qui démontre que on peut aussi, à travers une entreprise, développer d'autres secteurs, remettre en mouvement bien une économie. Alors, la Scopti, il faut savoir qu'au niveau national, elle est distribuée dans certains endroits de France, pas partout. Que effectivement cette Scopti, elle a besoin aussi pour son projet et son développement et sa pérennité de pouvoir continuer à développer son activité un peu partout dans les centres. Je ne sais plus comment on disait chez les distributeurs, c'est-à-dire les grandes enseignes, et que bon, il faut savoir qu'il y a possibilité aujourd'hui à ce que ces petits sachets 1336 figurent dans les supermarchés, par exemple du Loiret, à partir du moment où des citoyens comme vous, comme moi ou comme d'autres, eh bien, en font la demande auprès du directeur de ces supermarchés. C'est une chose à savoir. Alors peut-être que le fait de faire cette vente ici la semaine prochaine au marché de Chalette permettra de mettre en perspective justement la réalité de ces sachets de thé. Et puis peut-être à travers le fait que la maison commune organise vendredi prochain la diffusion, enfin la programmation ou la possibilité de voir un film justement sur la lutte de ces Scopti. Oui, la diffusion du film, oui, c'est la veille, donc le vendredi 15 décembre à partir de 19h à la maison commune, donc 61 rue Aristide Briand pour l'adresse exacte. Donc on va diffuser ce film. Pour revenir à ce que tu disais par rapport à, oui, on va dire au développement, à la reconstitution de la filière, on va dire par rapport aux plantes aromatiques notamment, c'est vrai qu'on a une autre façon de produire dans les Scopti, on a une autre façon de consommer. Une autre façon de consommer qui est basée, qui est orientée vers le développement durable également. On va vendre également des produits bio de la Scopti. Mmh. Donc c'est vraiment également les circuits courts qui sont privilégiés notamment pour les infusions. Donc c'est une autre logique, c'est pas la logique capitaliste traditionnelle, on va dire. Alors bien sûr, puisqu'on est dans le cadre de la maison commune, l'appellation même de cette maison, le nom même de cette commune, de cette maison fait que tout le monde peut venir vendredi prochain, entre autres, pousser les portes de la maison commune pour regarder notamment ce film sur la bataille des Scopti via la multinationale Unilever à l'époque. Donc l'idée, c'est il y a 3 films en fait sur cette grande aventure. On va pas passer les 3 films, mais c'est aussi l'idée de pouvoir en discuter tranquillement. Vous pouvez amener à manger, boire un coup et on discute justement de tous les enjeux que représente cette lutte. Puis bon, ça donne la pêche, même. Je sais pas s'ils ont parfum pêche d'ailleurs, mais ça donne la pêche d'avoir des gens qui s'organisent au bout de 4 ans de lutte, quoi. Bien sûr. Alors, au-delà de cet événement factuel, ce rendez-vous vendredi, et puis cette vente des chachetiers 136 samedi et dimanche prochain du côté du marché de Chalette, j'ai bien compris que cet espace allait s'ouvrir de plus en plus et d'autres initiatives seront prévues dans l'année, c'est ça, en 2018 ? Oui, on va essayer de discuter un maximum et on va essayer d'agir un maximum. Il y a une proposition d'une sorte de club de philosophie qui permettrait de discuter. Il y a des débats qui sont prévus, des conférences et des projections de films et des spectacles. J'espère vous tenir au courant au fur et à mesure. Faut prendre les choses dans leur temps, c'est-à-dire déjà consacrer un petit endroit où on se retrouve, on débat entre nous, on se parle. Puisque on le disait tout à l'heure, Alexis, on vit dans une société de plus en plus compartimentée, où l'individualisme règne, où il n'y a pas d'échange, il n'y a pas d'en commun. Voilà, l'idée, c'est aussi de commencer avec ces débats-là, d'essayer de se retrouver, de discuter, et puis ensuite peut-être déboucher sur d'autres aspects qui dépassent parfois le cadre du débat et qui peuvent se traduire en action, c'est ça ? Et bien sûr, c'est vrai que la société dans laquelle on vit, il y a un fort individualisme, notamment chez les classes populaires, il faut se le dire. Et cet individualisme provoque, on va dire, un délitement social important. Donc aussi, la maison commune vise un peu à reconstruire, oui, la solidarité, à faire société, tout simplement. Et par ces initiatives, donc c'est vrai, il y aura des débats, il y aura des diffusions de films, il y aura, on va rentrer dans le fond au niveau politique, mais il y a aussi cette idée de convivialité, de solidarité à construire, à reconstruire, notamment donc chez les classes populaires. Bon, des valeurs qui malheureusement disparaissent de plus en plus dans notre société et il faut qu'elles se remettent en marche. Merci en tout cas à tous les deux d'être passés nous voir. On donne l'adresse de cette maison commune à Chalette. Le 61 Aristide Briand.
Et puis donc cette diffusion, cette projection du film sur les Scopti, 1336, donc vendredi à partir de 19h. 19h. Et puis ensuite, vous pourrez retrouver concrètement entre vos petits doigts et puis autour d'un verre avec la vente qui sera proposée samedi prochain et dimanche prochain dans le cadre du marché Chalette. Merci en tout cas à tous les deux de passer nous voir. Merci à vous. Toi. Et puis bon courage et on ne manquera pas quand vous avez d'autres initiatives de les remettre entre guillemets en perspective ou au moins en rediscuter.